Bonjour. Alors, la grammaire française, elle est dure, hein? Aujourd'hui, on vous propose une compilation de tous les points essentiels de la grammaire française. Alors en effet, voilà, on vous propose aujourd'hui de se focaliser un petit peu sur 1 heure d'écoute où on va vous expliquer des points de grammaire française. Allez, soyez bien attentifs, ça sera aussi une très bonne révision pour les étudiants qui ont déjà un assez haut niveau. N'oubliez pas d'exploser le bouton like si vous aimez la vidéo et de vous abonner à notre chaîne et on vous souhaite une excellente écoute. À bientôt. Au revoir. Nous allons commencer par un premier point fondamental, la différence entre le passé composé et l'imparfait. Allez, c'est parti. Nous allons voir le passé composé et l'imparfait. Ou, dit d'une autre manière, quand est-ce qu'on doit utiliser le passé composé et quand est-ce qu'on doit utiliser l'imparfait. Donc, là, j'ai mis un élève qui se pose la question, tiens, Paul est entré quand je regardais la télé. Alors, Paul est entré, passé composé, quand je regardais la télé, imparfait. Donc, nous allons utiliser toujours le rouge pour le passé composé et le bleu pour l'imparfait dans cette leçon. Alors, pourquoi? Pourquoi passé composé et après imparfait? Bien, alors, tout d'abord, un petit rappel, mais très rapide, parce que peut-être que je ferai une vidéo sur la formation du passé composé, de l'imparfait, mais aujourd'hui, c'est l'utilisation qui nous intéresse. Donc, un rappel de la formation. Le passé composé se forme avec un auxiliaire, qui peut être ou avoir, que l'on conjugue au présent, plus le participe passé. Donc, par exemple, je suis, auxiliaire, parti, participe passé. Ou mon voisin a, auxiliaire avoir, au présent, déménagé. Déménager, participe passé, du verbe déménager. Et l'imparfait, lui, eh bien, ce n'est pas un temps composé, donc il ne se forme pas en deux parties, mais il faut juste connaître sa formation et les terminaisons. Donc par exemple, pour le verbe aimer, j'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. D'accord? A-I-E-N-T se prononce et. Allez, c'est parti. Donc voilà la règle le plus important. Le passé composé, il s'utilise quand c'est l'action principale, une action précise, ponctuelle et achevée. Bon, c'est une règle générale, il peut y avoir, il faut être peut-être un petit peu souple, mais quand même, généralement, c'est ça. D'accord? Comparons tout de suite avec l'imparfait. L'imparfait, lui, on va l'utiliser pour décrire, pour le décor, pour décrire le décor, la description, pour parler des habitudes, pour une action qui n'est pas forcément achevée. On l'utilise souvent avec des expressions comme avant. Avant, nous étions quand j'étais petit. À cette époque, nous étions heureux. Allez, on va voir des exemples. C'est le mieux pour comprendre. Alors, par exemple, quand j'étais petit, je passais mes étés à Arcachon. Et ça, c'est vrai. Moi, je passais mes étés à Arcachon. C'est à côté de Bordeaux. C'est très joli. C'est là où il y a la dune du Pilat. Et voilà, je peux vous dire que la dune du Pilat, je l'ai montée très souvent. Je vous conseille d'y aller, c'est super joli. Donc quand j'étais petit, je passais mes étés à Arcachon. Eh bien oui, c'est quelque chose de général. C'est pas une action ponctuelle, c'est voilà, je décris ce qui se passait quand j'étais petit. Voilà, quand j'étais plus jeune. D'accord?
Alors ensuite, je suis par exemple dans l'entreprise, au bureau, et je dis Marie est partie. Donc là, c'est une action ponctuelle, elle est partie. Ça dure pas longtemps, elle est partie ou elle n'est pas partie. En plus, c'est l'action principale. Bon. Hier, j'ai vu une vidéo super sur YouTube. Ça parlait du passé composé et de l'imparfait. Donc ça, c'est ce que tu vas dire, j'espère, après cette vidéo, d'accord? Ou c'est ce que tu diras aux autres élèves dans ton académie ou dans ton école ou à ton professeur. Alors, hier, j'ai vu une vidéo. Ben oui, ça c'est l'action principale, c'est une action qu'on considère comme un fait ponctuel, d'accord? Et ça parlait du passé composé, donc ça c'est une description de la vidéo, c'est général. Et en plus, ça continue, c'est-à-dire ça parle toujours du passé composé et de l'imparfait, d'accord? Alors, une autre phrase. Donc, dans la phrase suivante, nous allons voir que on peut utiliser, dans certains cas, on peut utiliser le passé composé ou l'imparfait. Donc, on va voir tout de suite la phrase. Il a fait beau lundi à Paris. Je pose une question à un ami qui est allé la semaine dernière à Paris, par exemple. Il a fait beau lundi à Paris. Je peux utiliser le passé composé. Mais je peux dire aussi, il faisait beau lundi à Paris. Voilà. Donc ici, les deux sont possibles parce que, ça va un petit peu changer le sens. Si je dis il a fait beau lundi, je le considère plus comme une action ponctuelle. Et il faisait beau lundi à Paris, je considère plus sur toute la journée. Donc ça change un peu, mais donc voilà. Donc c'est important de comprendre que de temps en temps, on peut utiliser les deux. Et ça fait varier légèrement le sens. D'accord? Bien. Alors pour comprendre quelque chose, c'est très efficace les contre-exemples. Donc je vais te donner un contre-exemple. J'ai regardé la télé quand tout à coup c'est soudainement, Fabien est entré. Pour moi c'est tellement pas naturel que j'ai du mal à utiliser, à même le dire. Donc Fabien est entré. Donc ça c'est tout à fait incorrect, c'est impossible, parce que c'est le contraire. Donc j'ai regardé la télé quand tout à coup Fabien est entré, on doit dire je regardais la télé. Parce que là je décris la situation, comment était la situation à ce moment-là, c'est plutôt le décor. Je regardais la télé, et quand tout à coup, action ponctuelle, l'action principale qui nous intéresse là, Fabien est entré. D'accord? Donc ça doit être absolument l'imparfait et après le passé composé. Maintenant, nous allons voir quand est-ce qu'il faut utiliser de ou du. Allez, on commence. Alors la première chose que tu dois bien comprendre, c'est quelle est la fonction de de. Qu'est-ce que c'est de? D-E. Et qu'est-ce que c'est du? D-U. Bien. Alors, de, c'est une préposition. Donc, une préposition, c'est un mot grammatical important. J'ai fait une vidéo sur cette préposition de. Tu pourras la trouver sur ma chaîne YouTube ou sur le blog françaisavecpierre.com. Donc, de, par exemple, ça peut servir à unir le mot pantalon et Paul dans l'exemple suivant, le pantalon de Paul. Donc la préposition va servir à introduire le mot Paul et va servir à créer une relation logique entre pantalon et Paul ici. Donc dans ce cas, la relation, c'est l'appartenance. Donc le pantalon de Paul. Un autre exemple, parce que la préposition de est utilisée dans de nombreux cas, on peut dire par exemple « je viens » ou « je reviens de Paris ». Dans ce cas-là aussi, on utilise la préposition « de ». Ok. Alors « du » maintenant. « Du » qu'est-ce que c'est? Eh bien « du », en fait, c'est la contraction de deux choses.
la préposition de et l'article le. L'article défini, masculin, singulier, le. Donc, de le, ça n'existe pas en français. Tu ne le verras jamais parce que c'est du. Ça se contracte et ça fait du. Ok? Bien. Donc, si on a la préposition de et juste après, on doit avoir l'article le, alors, paf, on transforme du. Ok? Bien. Donc, voyons. Par exemple, j'ai dit « je viens » ou « je reviens de Paris ». Donc, pourquoi là « de Paris » ? Parce qu'il n'y a pas d'article devant les villes en français. Donc, je ne mets que la préposition. Je reviens de Paris, directement. Bon. Maintenant, voyons un autre exemple avec la gare. C'est là où vient le train, là. Tchou-tchou. Bien. Donc là, on dit la gare, parce que là, il ne s'agit pas d'un nom propre. La gare, c'est un nom commun, et les noms communs, en général, presque toujours en français, ils ont besoin d'être accompagnés d'un article. Donc là, on va dire « je reviens de la gare ». Ok ? La gare, c'était féminin, donc on a mis « la ». Maintenant, on va dire « je reviens » d'autres choses, et c'est un café. Un café, tu sais, là où on prend un café, un bar, un café, d'accord? Pas le café qu'on boit, mais un café, c'est-à-dire un bâtiment, un lieu où on boit du café. Alors là, je vais dire, je reviens de le café. Mais c'est pas possible, on doit faire la contraction. Donc, je reviens du café. Ok? On est bien d'accord? Jusque-là, tu m'as bien compris? Ouais? Alors, on continue. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite parenthèse et dire attention. Du peut être aussi une autre chose en français. On ne va pas parler de ça, mais je veux le dire avant d'aller plus loin. Du, ça peut être aussi l'article partitif. D'accord? Bon. Par exemple, je veux du lait. Ok? Si tu veux voir des explications sur l'article partitif, j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Tu peux la retrouver très facilement. Tu vas sur ma chaîne et tu la trouveras. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Bon, je vais parler plutôt de la contraction. Donc, voyons d'autres exemples. On va dire, c'est le bureau de Paul. Donc, parce que le bureau appartient à Paul. Donc, Paul, c'est le nom d'une personne. Donc, on ne met pas d'article devant les noms d'une personne, les noms de personnes. Donc, on va dire c'est le bureau de Paul. Bon. Maintenant, on va dire que c'est le bureau du ministre. Alors, un ministre, on met un article. D'accord? Et on met un article défini dans ce cas, parce que c'est le ministre. C'est lui, c'est le ministre, là. Donc, du coup, on va dire c'est le bureau de le ministre. Donc, c'est le bureau du ministre. Avec la contraction. Ok? Bon. Maintenant, admettons que je vais chez un ami et il me montre son appartement. Et dans son appartement, il y a une pièce qui est un bureau. Et c'est très grand, c'est magnifique, c'est très très beau. Et alors je lui dis, ah, c'est un vrai bureau de ministre. Ok. Alors pourquoi deux? Eh bien parce que dans ce cas-là, quand on généralise, c'est un bureau de style, dans le style d'un ministre, alors on ne met pas d'article. On dit directement, c'est un bureau de ministre. Voyons voir un autre exemple. C'est le professeur de français. Alors pourquoi on ne dit pas du français? Eh bien parce que là c'est pareil, on ne met pas d'article dans ce cas-là. Quand c'est un professeur d'une matière, que ce soit le français ou autre chose, on ne met pas d'article, on dit directement de français. Donc, par exemple, si on remplace français qui est masculin par un nom féminin comme la géographie, alors on ne va pas dire c'est un professeur de la géographie. On va dire c'est un professeur de géographie. Ok, directement.
Donc peut-être que ça peut te servir de remplacer avec le féminin, ça peut être une astuce. Un dernier exemple, un bouquet, ok, un bouquet avec plusieurs fleurs dedans, un bouquet de fleurs. Donc là, pareil, quand on dit un bouquet de fleurs, c'est-à-dire un bouquet qui est composé de plusieurs fleurs, on ne met pas d'article. Et du coup, on me dit de parce qu'il y a la préposition. Et la préposition, elle est bien sûr invariable. Donc la préposition, elle reste toujours comme elle est. C'est toujours de. Ok? Donc un bouquet de fleurs. Ok? Fais attention le de hein, pour la prononciation. Elle met bien la bouche comme ça. Hein? De. Hein? C'est pas et ni est. D'accord? De fleurs. Bien. Allez. Donc, finalement, regarde ce que dit le professeur. Finalement, le vrai problème, c'est de savoir si l'on doit mettre ou non l'article défini. Donc, en fait, ce problème de ou du, bien, réellement, la vraie question, la question fondamentale, c'est savoir si on doit mettre l'article ou pas. Et c'est vrai que ça, bon, il y a des cas, par exemple, un bouquet de fleurs, on met pas d'article, on dit directement comme ça. Ou je sais pas, moi, j'ai la gueule de bois, par exemple, quand on a trop bu d'alcool la veille, on dit j'ai la gueule de bois, on dit de bois directement, d'accord ? Dans cette partie, nous allons voir la différence entre c'est et il est. Cela constitue une erreur extrêmement fréquente. C'est parti. Qu'est-ce que c'est cette erreur fréquente? Cette erreur si fréquente? Eh bien, c'est de se tromper entre c'est ou il est. Donc, on va essayer de répondre à la question, c'est ou il est. D'accord? Donc, c'est vraiment l'erreur numéro 1. La one, la first, la première. Pourquoi? Ben parce que, premièrement, parce que c'est une erreur que tout le monde commet. C'est-à-dire, les étudiants de FLE débutants, mais aussi les étudiants qui ont un très haut niveau. Quand les étudiants de FLE ont un très haut niveau, très souvent, l'erreur assez importante qu'ils continuent à faire, c'est celle-ci. Et ensuite, pourquoi aussi je l'ai mise, je la considère comme l'erreur numéro 1? Eh bien parce que c'est une erreur assez importante, c'est pas beau. C'est vraiment tout de suite on se dit ah ouais d'accord, c'est un étudiant de FLE, bon qui a peut-être pas un très bon niveau, ça dégrade ton niveau. Alors que des fois on a un très bon niveau, mais à l'oreille ça fait vraiment étudiant de FLE qui commence. Et cela pourquoi? Bien parce que les Français ne se trompent jamais là-dessus. Et aussi parce que vraiment ça fait bizarre à entendre pour un Français. Donc ça n'empêche pas la compréhension, mais ça donne une image mauvaise. Donc on va tout de suite réparer ça. Alors, la première chose à dire, c'est que on l'appelle l'erreur c'est il est, mais on pourrait considérer plus largement c'est plus ce sont, d'accord, parce qu'au pluriel ça fait ce sont, et il est, mais aussi elle est, ils sont, elles sont, etc. Plus largement. Bon. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que tu vas trouver dans les livres de grammaire, les livres de FLE, classiques en général. Alors, ils vont te dire, bien, c'est sert à présenter. Donc, par exemple, c'est Paul, c'est un ami. Ok. Il est sert à décrire. Il est jeune, il est italien. D'accord? Attention, italien ici sans majuscule. Bon, c'est pas faux, Mais par exemple, une phrase comme ça, là, avec voisin. Je vais dire, il est mon voisin ou c'est mon voisin? C'est un peu comme je présente quelqu'un ou je le décris. Donc c'est pas facile, c'est pas très pratique. Et moi, je veux toujours te donner des choses pratiques, pragmatiques, et je veux être pragmatique, te donner des trucs. Donc voilà comment on va essayer de travailler. La règle à retenir absolument.
après il est, ou elle est, ils sont, tu dois mettre un adjectif qualificatif ou une profession. Les professions, c'est un peu spécial, ça fonctionne des fois comme des adjectifs, donc. Mais surtout, tu dois absolument retenir une chose. Après il est, il n'y a jamais, il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Ok? Allez, répète-le après moi. Il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Je t'ai entendu, oui? Bon. Bon, alors, un déterminant, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va devant un substantif, un nom. Par exemple, les articles, un, les possessifs, mon, démonstratif, ce, etc. D'accord? Bon. On va voir tout de suite des exemples. On va dire, il est petit. Il est sympa. Elle est grande. Il est professeur. Elle est étudiante. Bon, étudiant, ça va aussi avec les professions. Hein. Il est anglais. D'accord? Tout ça. Mais, on ne peut pas dire « il est mon voisin ». Totalement faux. Il est le professeur. Ou le prof. Elle est une étudiante. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, on va dire « c'est ». C'est mon voisin. C'est le prof. On peut dire « elle est étudiante ». D'accord? Elle est une étudiante, non, mais on peut dire « elle est étudiante ». Hein, c'est ce que l'on vient de voir. Mais on peut dire aussi « c'est une étudiante ». D'accord? Donc, elle est étudiante. La étudiante, c'est plutôt pris comme un adjectif. Et c'est une étudiante, ici, c'est plutôt vu comme un substantif. Donc, on peut dire ces deux choses. Mais on ne peut pas dire « elle est une étudiante ». Bon. Et c'est la même chose pour d'autres mots qui fonctionnent comme ça, comme adjectif et substantif. Par exemple, idiot ou stupide. On peut dire « il est idiot », donc adjectif, ou « c'est un idiot ». Ici, idiot est substantif. D'accord? Mais on ne peut pas dire « il est un idiot ». Ok? Allez, on continue. Donc on a dit, jusque-là, on a dit « il est » plus adjectif qualificatif. Ou profession. Ok. Mais finalement, on n'a pas vraiment répondu à la question. Mais alors, après « c'est », qu'est-ce qu'on peut mettre? Et c'est important de répondre à cette question pour éviter des doutes. Alors, on va faire un petit exercice. Tu vois, il y a le professeur qui te dit « on va voir ça à travers un exercice, un petit ». Je t'ai mis 4 phrases. Parmi ces 4 phrases, quelles sont les phrases ou la phrase incorrecte? Réfléchis. C'est bien, c'est toi qui travailles un peu. Ouais? Sûr? Tu as la réponse? Bon. Eh bien, la réponse, c'est que toutes ces phrases sont correctes. Ah. Eh oui. Alors tu vas dire, Pierre, je suis sûr que tu vas dire, Pierre, mais c'est beau, la dernière, c'est beau, c'est incorrect, Pierre. Tu vas me dire, mais tu nous as dit, après, il est adjectif, et là, c'est un adjectif. C'est vrai. J'ai dit, après, il est adjectif qualificatif, mais je n'ai pas dit que on ne peut pas mettre un adjectif qualificatif après c'est. J'ai jamais dit ça. D'accord? Donc, voyons voir. Quand on dit c'est Paul, quand on dit c'est une amie anglaise, ou c'est elle que j'aime. Bon. Ici, dans l'analyse grammaticale, maintenant, si par exemple on se réfère au Grevis, il nous dit que c'est s'analyse ensemble. On le décompose pas. C'est, ça s'analyse comme un présentatif. Bon. Mais dans la dernière, c'est beau. Dans ce cas-là, il faudrait le décomposer. Et dans ce cas-là, c'est apostrophe, ça correspond au pronom indéfini cela. C'est la même chose. Cela, ceci, ça,
ou C apostrophe devant le verbe être, c'est la même chose. Donc c'est un pronom indéfini. Et donc ça veut dire cela est beau. Alors par exemple, je suis devant un paysage magnifique et je vais dire ah, c'est beau, c'est vraiment beau, hein. Voilà. Pronom indéfini, verbe être et adjectif. Cela est beau. Cela, c'est indéfini, c'est général, c'est ça là, le paysage. Donc c'est tout à fait possible de mettre aussi un adjectif qualificatif après c'est. D'accord? Mais la structure est un peu différente. Donc, si tu veux retenir une règle d'une autre manière, tu peux dire que il est doit être suivi d'un adjectif qualificatif et profession, et c'est peut être suivi d'un déterminant, d'un nom, c'est Paul, d'un adjectif qualificatif, c'est beau, etc. Bon. Alors des exemples, il est sympa, c'est Marine, c'est un ami, c'est grand ou petit? Et ça veut dire cela est grand ou petit. D'accord? Mais moi, je te conseille de retenir, parce que c'est plus facile, c'est plus un truc facile à tout de suite connecter, que après il est, on n'a jamais un déterminant. Donc il est n'est jamais suivi d'un déterminant. Parce que si tu retiens juste ça, mais ça suffit pour ne pas te tromper. Donc c'est important d'avoir compris le reste, mais si tu ne dois retenir qu'une chose pour tout de suite connecter, il est, pas de déterminant. Maintenant, nous allons voir les pronoms en français, et plus particulièrement les pronoms personnels. Un sacré morceau. Alors, les pronoms, c'est un thème assez vague, et c'est enfin très large plutôt. Mais ce que j'aimerais, c'est aujourd'hui justement faire un résumé des pronoms en français, et particulièrement des pronoms personnels. Ok, alors j'ai mis un petit exemple que tu vois sur ton écran. Il lui raconte un secret. On voit que dans cette phrase, on a deux pronoms, le pronom il, qui est un pronom personnel sujet, et le pronom lui, qui est un pronom personnel complément d'objet indirect. On commence. Et on commence par les pronoms personnels en français. Alors, les pronoms personnels français, il y en a beaucoup, et en plus, ils se ressemblent souvent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de voir à un moment un résumé, un tableau général de tous ces pronoms personnels afin d'avoir les idées claires. Tu vas voir, j'espère que cette vidéo va t'aider. Alors, on commence par les pronoms sujets. Donc les pronoms sujets, c'est ce que l'on met devant le verbe généralement et ils sont obligatoires en français. D'accord? N'oublie pas. Il faut absolument le mettre, à moins qu'il y ait un autre sujet évidemment. Hein, mais sinon, le verbe doit être accompagné de son sujet, de son pronom sujet. Donc je vais les prononcer. Je, tu, il, elle, on, je vais expliquer on après, nous, vous, il, elle. Alors, le pronom on peut toujours remplacer nous. C'est-à-dire qu'au niveau de la réalité, ça remplace plusieurs personnes, mais le verbe va être conjugué au singulier. Ok? Bien. Je te rappelle que il, elle, singulier se prononce pareil que il, elle, pluriel. Ok? Allez, on continue. Je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est pour faire un résumé. Donc ensuite, on a les pronoms réfléchis. Alors, les pronoms réfléchis, on les utilise quand on utilise un verbe pronominal. Donc un verbe pronominal, c'est un verbe, c'est quand par exemple on fait quelque chose sur soi-même. Par exemple, je me lave. Ok? Des choses comme ça. Bon, alors, voyons voir, ces pronoms réfléchis, c'est me, te, ce, nous, vous, ce. Ok? Ensuite, nous avons les pronoms toniques.
Alors, les pronoms toniques, souvent, ils posent des petits problèmes aux étrangers qui étudient le français parce qu'ils sont assez propres à la langue française. Alors, quand est-ce qu'on utilise les pronoms toniques? Bon, après, on va voir un exemple, on va commencer à voir des exemples. On utilise les pronoms toniques quand, par exemple, on veut insister sur sa personne. Par exemple, moi, je vais travailler et toi, tu vas faire des courses. Ok? Souvent, comme ça, on désigne deux personnes, on a tendance à insister. Si on veut insister, on rajoute un pronom tonique avant le pronom sujet. Ça sert aussi, on les met toujours les pronoms toniques après les prépositions et après les conjonctions. À toi, à moi. Toi et moi. Lui et elle. Ok? On les utilise aussi pour montrer lui, elle. D'accord? Bon. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, c'est ça. Donc, les toniques, donc moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Alors, on va voir deux exemples. Moi, je me baigne et vous, vous vous douchez. Nous, on aime le foot. Football. Alors, moi, je me baigne, on a le tonique, le sujet et le réfléchi. Ok? Et vous, vous vous douchez. Donc ici, on a vous, vous, vous. Ok? Mais avec la virgule. Parce que on a le tonique, le sujet et le réfléchi qui ont les mêmes formes, les trois. Ensuite, j'ai mis nous, on aime le foot pour montrer que le pronom tonique nous, c'est celui qui correspond à on. Ok? Nous, on aime le foot. Nous, nous aimons le foot. C'est pareil. Ok? Allez, on continue. Donc après, on a les pronoms personnels compléments d'objet direct. Donc, ils vont remplacer un complément d'objet direct. Par exemple, alors, je vais les prononcer avant. Me, te, le, la, nous, vous et les. Les. Ok? Donc, par exemple, je lis ce livre. Je lis ce livre. Je le lis souvent. Il remplace le mot, il remplace ce livre. Ok? Et on voit que c'est une construction directe parce qu'après le verbe lire, je lis, il n'y a pas de préposition, c'est je lis ce livre. Et donc c'est pour ça que si on veut remplacer le groupe nominal ce livre, il faut le remplacer par un pronom personnel complément d'objet direct. Donc le. Ok, on va continuer. Donc après, on a les compléments d'objet indirects, pronom personnel, complément d'objet indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. Alors j'ai mis un exemple. Il parle à son frère. Il lui parle de ses vacances. Donc, ici, lui remplace à son frère. C'est indirect parce qu'il y a la préposition à. Il parle à son frère. Pourquoi il y a la préposition à? C'est le verbe qui dit ça. Parce que le verbe parler a besoin de la préposition à. D'accord? Le verbe ressembler aussi. Le verbe téléphoner. Ok? Mais ça ne dépend pas du complément. Ça dépend du verbe. Ok? Donc, comme le verbe utilise la préposition à et qu'après on a une personne, on va utiliser le pronom personnel, complément d'objet indirect. Il lui parle de ses vacances. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a quelque chose qui vous fait très peur, les étrangers, quand vous apprenez le français. Ce sont les pronoms personnels i et en. On les appelle des fois les pronoms adverbiaux. Bon, c'est vrai que ces pronoms sont un peu difficiles. Ils sont très propres au français. Mais finalement, c'est pas si difficile. Alors, j'ai commencé par mettre comme exemple en. Donc, je vais expliquer en avant. Alors, déjà, il ne remplace pas des personnes physiques. Il remplace plutôt des choses ou des concepts. Bon, il y a des exceptions, mais c'est très rare. Donc, par exemple, avec en. Je veux du gâteau, j'en veux beaucoup. Alors, en remplace un groupe
qui est introduit en général par de, du, des, de la, des L'. Et généralement, il s'agit très souvent des partitifs. Donc, généralement, en remplace quelque chose qui est introduit par un article partitif. Que sont les partitifs? Ce sont des articles que l'on met quand on introduit quelque chose qu'on exprime dans une quantité indéfinie. Par exemple, ici, je veux du gâteau. Ça nous est égal de savoir si je veux une part de gâteau, 1 kilo de gâteau, 200 grammes de gâteau. Je veux du gâteau, une quantité indéfinie. Et pour ça, c'est l'article partitif. Je veux du gâteau. Okay. Donc, comme c'est introduit par du ici, si on veut remplacer gâteau, comme c'est introduit par un partitif, on doit mettre en. J'en veux beaucoup. Ok. Donc, c'est un peu difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, expliquer tout ça de en et de i. Mais retiens que en remplace des choses qui sont introduites par de, du, des, de la. La clé, le truc, c'est la lettre D. Ok. De, du, des, la, etc. Ok. Bon. Ensuite, i. Bon, i, dans la plus grande partie des cas, la majorité des cas, il remplace un lieu. Ok. En fait, il remplace quelque chose introduit par la préposition à. Pas une personne, hein, quelque chose. Mais la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, il remplace un lieu. Par exemple, j'aime la France, j'y vais souvent. Ok. Donc ici, c'est pas introduit par à, c'est introduit par en, je vais en France. Hein, mais ce qui remplace quand même en France, c'est i. Ok. Mais très souvent, c'est par a. Par exemple, je vais à Paris, j'y vais. Okay. Et très souvent, c'est avec le verbe aller, puisque c'est un endroit où on va. Okay. Donc, j'aime la France et j'y vais souvent. Donc, souviens-toi que i remplace principalement un lieu, un endroit. Okay. Bon. Allez, on va continuer. Donc, en fait, j'ai fait cette vidéo pas pour parler uniquement des pronoms personnels, même si c'est le point le plus important, mais je vais rapidement parler des autres pronoms en français. Donc, en français, on a d'autres pronoms. On a par exemple les pronoms relatifs, que, qui, où, dont, duquel, auquel, etc. Alors par exemple, le film que je regarde est génial. Ok. Alors ce qui vous pose souvent problème, les étrangers, c'est la différence entre que et qui. Alors qui remplace quelque chose qui est sujet, alors que remplace quelque chose qui est complément d'objet direct. Par exemple, le film que je regarde. Alors que, parce que je regarde le film. Le film est complément d'objet direct. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Où remplace généralement un lieu ou une époque et dont remplace quelque chose introduit par de. Je continue. Alors on a les indéfinis, bien sûr. Donc ça remplace des choses de manière indéfinie, comme son nom l'indique. Donc par exemple tout, plusieurs, aucun, chacun, quelque chose, quelqu'un, etc. Par exemple, plusieurs sont partis ce matin. On a aussi les démonstratifs, bien sûr. Celui, celle, ce, ça, cela, celui-ci, etc. Il y en a d'autres. Par exemple, quelle robe tu préfères? Celle-ci ou celle-là? Et après, on a aussi les possessifs. Le mien, le tien, la tienne, le sien, les vôtres, les leurs, etc. Je vous rappelle que les vôtres et les nôtres, vôtres et nôtres, ont un accent circonflexe quand il s'agit du pronom. Ok? Si c'est le déterminant, l'adjectif possessif, on ne doit pas mettre d'accent circonflexe, ok, sur notre et votre. Alors par exemple, sa robe est plus belle que la mienne. Les interrogatifs aussi. Qui, que, quoi, lequel, etc. Laquelle, lesquels. Que fait Marie? Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les numéros. Donc par exemple, 1, 2, 3, etc. Ça peut être des nombres, hein, mais ça peut être aussi des pronoms numéros. Donc par exemple, j'en veux 3. Donc 3 remplace quelque chose forcément, c'est 3 de quelque chose. Donc dans ce cas-là, il est pronom. J'en veux 3. Et dans ce cas, c'est toujours accompagné de en qui va avant le verbe. Quand il y a une quantité à la fin. Bon, le but ici n'était pas d'expliquer en détail comment fonctionnent les pronoms, mais de faire un peu un récapitulatif, ok, surtout des pronoms personnels. Maintenant, nous allons nous attaquer au conditionnel en français. On commence.
D'accord, donc le conditionnel, donc les élèves qui travaillent sur le pack français progressif, par exemple, dans lequel j'ai traité aussi bien évidemment le conditionnel, regardez cette vidéo, ça pourra certainement vous être utile. Alors, le conditionnel, la première chose, c'est que avant, on le considérait comme un mode verbal. Et bien maintenant, ça change. Maintenant, on considère ça comme plutôt un temps verbal, ou plutôt deux temps, puisqu'il y a deux temps. Le conditionnel présent et le conditionnel passé. Donc, le conditionnel passé, c'est en fait la forme composée, d'accord, du conditionnel. C'est le temps composé. Donc, voyons un exemple. Conditionnel présent. Une tempête éclaterait en fin de journée. On l'utilise pour la météo, par exemple. Conditionnel passé. Christophe Colomb aurait découvert l'Amérique. Alors, nous verrons pourquoi on utilise le conditionnel dans ce cas-là et pourquoi pas un autre temps verbal. Alors, avant d'aller plus loin, une toute petite remarque, mais c'est juste une remarque, je ne vais pas aller plus loin. Pour le conditionnel passé, il existe une autre forme de conjugaison, mais qu'on n'utilise presque plus jamais. D'accord? Donc moi, je ne vais montrer ici que cette forme-là, aurait découvert. D'accord? Avec l'auxiliaire comme ça, aurait. D'accord? Bien. Donc, formation. Bon, alors c'est pas un temps très difficile à former, le conditionnel présent, hein, là je parle du conditionnel présent. On le forme à partir de l'infinitif et on rajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Donc par exemple, le verbe chanter qui est totalement régulier. Donc on garde l'infinitif entier et on rajoute les terminaisons. Donc je chanterai. D'accord? Alors ici, le AIS doit être assez ouvert, théoriquement. Mais suivant les régions en France, on a tendance à le fermer un petit peu. Donc, je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions. Attention, on doit bien entendre le i là, chanterions. Vous chanteriez, il chanterait. ENT, c'est muet dans la conjugaison, d'accord? Donc, on ne le prononce pas. Bien. Alors, il existe bien évidemment quelques verbes irréguliers, mais ils ne sont pas très difficiles. Ils sont plus faciles que le subjonctif. Hein. J'ai fait une vidéo sur le subjonctif dernièrement. Bon, alors, première chose, c'est que pour les verbes qui sont terminés en « e », on doit supprimer le « e ». Donc, par exemple, boire, on va dire « je boirai », on enlève le « e », d'accord, le « e » final de l'infinitif. Tu boirais, etc. Dire, je dirai, mettre, je mettrai, etc. Bon. Alors ensuite, des verbes irréguliers, eh bien, oui, il y en a. Donc, par exemple, avoir. Donc, c'est pas j'avoirai, hein, bien sûr, c'est j'aurai. Tu aurais, il aurait, nous aurions, etc. Hein. Être, je serai. Savoir, je saurai. Hein. Attention, serai, saurai. Hein. Vouloir, je voudrais, etc. Je vais pas m'attarder trop ici sur les verbes irréguliers parce que bon, bah ça, il te suffit de regarder un livre comme le Becherel de toute la conjugaison ou sur Internet, il y a des sites pour ça. Moi, je vais plutôt m'attarder sur des astuces, sur des trucs, sur l'explication de l'utilisation. Alors, voilà notre professeur qui nous dit « Notons que la formation est la même que le futur de l'indicatif, sauf pour les terminaisons. » Donc, les terminaisons du futur sont AI, AS, AONS, EZ, ONT. Donc, c'est vrai que ce sont deux temps verbaux qui se ressemblent beaucoup. Donc, si tu connais ton conditionnel présent, ça va te servir pour le futur de l'indicatif. Il suffit de changer les terminaisons. D'accord? Bon, voilà, c'était une petite note. Et on va passer à la partie la plus importante, c'est-à-dire l'utilisation. Alors, on commence par le conditionnel présent. Alors, la première chose, eh bien, c'est qu'on l'utilise beaucoup pour la politesse.
Donc, quand on rentre dans un commerce en France, généralement, on dit d'abord bonjour, on dit s'il vous plaît quand on demande quelque chose, et la façon de demander poliment, c'est d'utiliser le conditionnel. Donc, par exemple, nous voudrions une chambre pour 2 personnes, s'il vous plaît. Donc ça, attention, en France, c'est très important. Dans d'autres pays, c'est pas si important, ou il y a d'autres codes sociaux. Bon, en France, la politesse, voilà, c'est vraiment important. Donc fais attention. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment demander quelque chose en France. Donc, bon, si ça t'intéresse. Donc voilà. En général, on doit utiliser le conditionnel. Alors, on utilise le conditionnel aussi énormément, le conditionnel présent généralement, pour un souhait ou un désir. Par exemple, j'aimerais beaucoup aller à San Francisco. D'accord? Oui, San Francisco. On prononce pas San Francisco. En français, on dit San Francisco. Je sais, ça fait peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, on l'utilise aussi beaucoup pour des conseils. Donc, par exemple, tu devrais utiliser le vélo pour aller au travail. Ça te ferait maigrir. Et c'est bon pour la santé. Alors, pour présenter une information non vérifiée, donc ça, c'est très souvent dans le journal ou dans les informations à la télé. Les températures pourraient redescendre à partir de mardi. Par exemple, dans la météo. Donc, c'est pas sûr certain, donc on va utiliser le conditionnel. Alors, le conditionnel fait partie du thème aussi, on le voit dans le thème de l'hypothèse et de la condition. Donc, je ne vais pas traiter ce thème en entier ici, mais donc, si il s'agit d'une hypothèse qui est encore possible, on va dire si j'avais de l'argent, donc là on utilise l'imparfait, si j'avais de l'argent, attention, je partirais en vacances. Et là, on va utiliser le conditionnel présent. Donc ça veut dire que je n'ai pas d'argent, mais c'est encore possible. D'accord? C'est pas terminé. Peut-être qu'un jour j'aurai de l'argent et alors je partirai en vacances. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle une hypothèse qui est encore possible. Bien. Maintenant, voyons le conditionnel passé. Bon, je n'ai pas parlé de la formation du conditionnel passé puisque c'est comme toujours pour les temps composés. Tu vas utiliser l'auxiliaire être ou avoir et tu vas le conjuguer au conditionnel présent et tu rajoutes le participe passé. D'accord? Donc bon, là je vais voir l'utilisation. Donc pour une hypothèse qui n'est plus possible, c'est-à-dire un regret en fait. Regarde, si j'avais appris le français, j'aurais pu parler à cette fille. Et voilà. Voilà pourquoi il faut parler français, entre autres. Tu pourras rencontrer des personnes intéressantes, faire la connaissance de personnes intéressantes, une jolie fille, un joli garçon, ou même une autre personne intéressante qui est française, d'accord? Qui parle français. Alors, donc, si j'avais appris le français, j'aurais pu, et ici on a le conditionnel passé. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est plus possible, c'est terminé, c'est fini. La situation est passée, et voilà. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypothèse qui n'est plus possible. Alors, il sert très souvent à faire des reproches. Alors ça, c'est vrai, on l'utilise beaucoup, par exemple. « Ah, vous êtes en retard. Vous auriez pu arriver à l'heure tout de même. Vous auriez pu arriver à l'heure. » Voilà. Il sert aussi très souvent à exprimer des regrets. Alors, par exemple, « Je n'aurais pas dû lui dire que je déménage à Marseille. » Donc, je regrette, voilà. Et alors, on dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû aller, j'aurais dû partir, j'aurais dû... » D'accord? Très, très utilisé pour ça. Il sert à présenter un fait déjà réalisé, non vérifié. Alors ça aussi, c'est par exemple dans la presse, dans les médias,
tu vas le trouver très souvent. Par exemple, des biologistes auraient découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Donc, ça semble vrai, mais c'est pas tout à fait sûr encore. Nous allons voir maintenant la différence entre tous ces verbes comme apporter, emporter, amener, emmener, etc. Allez, on commence. Donc on commence par emmener. Emmener avec la nasale. E2M. Oui, E2M, E-N-E-R. D'accord, donc emmener, un verbe très important. Donc emmener, on l'utilise normalement surtout pour des personnes, d'accord? Donc ça va être en fait prendre une personne avec soi, d'accord, ou dans un véhicule, et puis ça a un peu le sens de le conduire pour le transporter en fait quelque part. D'accord. Donc, le mieux, c'est voir un exemple. Oui, par exemple, j'emmène les enfants à l'école. J'emmène les enfants à l'école le matin, d'accord. Ou le bus vous amènera à la gare. Oui, le bus vous amènera à la gare jusqu'à la Concorde, d'accord. Ok, donc là, un peu le sens comme transporter, d'accord. Bon, alors après, il y a un autre sens. Enfin bon, c'est presque identique, mais c'est subtil la différence. Mais c'est comme se faire accompagner de quelqu'un pour faire quelque chose, si vous voulez. Donc l'exemple typique. Je t'amène au restaurant ce soir. Je t'emmène, hein, pas à. Je t'emmène. T'emmène. Hein. Oui, je t'emmène dîner au restaurant ce soir. D'accord. Voilà. Ok. Alors deuxième mot, c'est amener avec A. A-M-E-N-E-R. Oui, amener. Bon, alors là, on va être pragmatique. Franchement, la différence entre emmener, le numéro 1, et amener, c'est très subtil, c'est même pas très clair, et même les Français voient pas très bien la différence. Donc, moi, je distingue même pas au niveau du son, alors... Donc vous, en tant qu'apprenant de FLE, de français langue étrangère, je vous conseille d'utiliser le premier emmener. Bon, même dans le dictionnaire, on peut voir un exemple, hein, quand j'ai travaillé cette vidéo, parce que j'ai dû quand même un peu regarder moi aussi, hein, et on peut voir l'exemple, ce bus vous amène à la gare. Donc avec là, A. Avec A. Donc là, on voit que c'est comme l'exemple de emmener, donc oui. Vraiment, ça a un sens similaire. Mais c'est plus intéressant, nous, on va s'arrêter sur deux exemples, où là, on doit vraiment utiliser amener, et ça a un sens légèrement différent, puisque là, ça a un sens de provoquer. Alors, soit provoquer la venue de quelqu'un. Oui, genre, dites-moi ce qui vous amène. Oui, ah, bienvenue, dites-moi ce qui vous amène, monsieur, dans ma boutique, par exemple, ouais. Ou alors, un sens de entraîner, provoquer des conséquences. Oui, la crise économique a amené des problèmes sociaux. Voilà, la crise économique a amené ou amène toujours des problèmes sociaux. Voilà, très bien. Alors, troisième mot, maintenant, c'est apporter. Oui, apporter. Alors, celui-là, par contre, il est très important. Alors, apporter, quand on avait dit emmener, c'était pour une personne, généralement. Oui. Et apporter, ça va être normalement pour un objet, cette fois-ci. Oui. Donc, c'est apporter un objet, en fait, à une personne, comme dans l'introduction de la vidéo. Oui, tu m'as apporté un stylo. Je t'apporte le stylo, d'accord ? Un autre exemple, c'est une chanson très connue de Jacques Brel, je vous ai apporté des bonbons. Voilà, par exemple, dans cette chanson, il dit ça. Ça s'appelle les bonbons, donc, je crois. Pour des objets. Mais moi, je crois que il me semble avoir entendu des Français se tromper avec dire amener pour des objets, non? Oui, ou amener, emmener pour des objets, oui. Ils se trompent entre apporter, amener ou emmener, oui. Et d'ailleurs, on va voir la preuve tout de suite en images. Pour commencer, comme à chaque candidat, quel est l'objet que vous nous avez amené? Quel est l'objet que vous nous avez amené? Quel est l'objet que vous nous avez amené? Mais d'ailleurs, les Français, ils se taquinent entre eux, non? Avec ces fautes. Souvent, ils se taquinent, ça veut dire qu'ils s'embêtent, ils se chambrent aussi, on dit. Oui, avec les fautes d'orthographe, avec les fautes de français, on aime bien, nous, entre Français, s'embêter. Et d'ailleurs, dans l'excellent film que je vous conseille, Le Prénom. Ah oui, très bon. Ouais, on va voir un extrait où justement, il le taquine avec ça. Qu'est-ce que tu nous amènes? Non, qu'est-ce que tu nous apportes? Ah oui. Qu'est-ce que tu nous...
Voilà, donc tu as vu que là, à un moment, comme il est professeur de français, en fait, d'ailleurs il s'appelle Pierre dans le film, il est professeur de français, et il reprend son beau-frère qui s'est trompé avec amener, et l'autre lui dit « Oh, t'es lourd avec ça », ça veut dire... Bon, donc en fait, c'est pas grave si on se trompe. Non, c'est pas très grave, mais enfin, c'est surtout pour que les gens me posent la question, donc j'aimerais, voilà, expliquer, mais si vous vous trompez, c'est pas très grave. Alors, quatrième mot, le mot emporter. Oui, alors emporter, bon, c'est un petit peu moins important hein, que ce qu'on a vu juste avant. Emporter, normalement, c'est prendre quelque chose avec soi pour, en fait, en quittant un lieu, en partant. Il est parti sans emporter ses clés. Oui, par exemple. Mais en fait, ce que je vous conseille, c'est de retenir là où on l'utilise vraiment le plus, et vous allez l'entendre, c'est par exemple des plats à emporter dans un restaurant. Oui, c'est vrai. Voilà, quand vous allez, ou si vous allez au McDonald's, vous arrivez, vous disiez, c'est pour consommer sur place ou c'est pour emporter? D'accord. On dit un restaurant de plats à emporter. C'est vraiment là l'exemple le plus typique, et retenez surtout ça. Ensuite, cinquième mot, c'est rapporter. Oui, rapporter. D'accord. Alors ça, c'est en fait remettre quelque chose à l'endroit où il est habituellement. D'accord. Alors l'exemple typique... Il était à un endroit, il est parti et on le remet, c'est ça? Ouais. Donc par exemple, dans une boutique de vêtements. Oui. Ah oui, par exemple, désolé, je vous rapporte ce pull pour l'échanger? Oui, bah, j'ai acheté un pull et puis finalement il me va pas, donc je dis ah voilà, je vous le rapporte parce que non, il me va pas, donc je voudrais l'échanger. Voilà. Alors ça peut avoir aussi un autre sens, c'est important, c'est transmettre. Par exemple, je vous rapporte les paroles de cette personne. Ah, c'est que tu me dis ce qu'il a dit. Voilà, il a dit que. Ça, c'est rapporter les paroles. Et d'ailleurs, c'est le discours rapporté, ça, oui, non? c'est un point de grammaire important. Ça s'appelle le discours rapporté. Comment exprimer le discours rapporté? Oui, c'est il a dit que, etc. Et un point important pour l'école, c'est le rapporteur de la classe. Ah oui, le rapporteur de la classe. Oui, c'est celui qui rapporte tout à la maîtresse. Oui. C'est-à-dire, il a dit que... Oui, lui, il m'a frappé, lui, il a triché, lui, il a fait ci, il a fait ça. C'est le rapporteur, et on dit qu'il rapporte à la maîtresse. Sixième mot, c'est remporter, mais c'est horrible, on commence à avoir mal à la tête. Bon, non mais remporter, en fait, bon normalement c'est emporter d'un lieu ce qu'on y avait apporté. Bon, par exemple, tu es à une soirée et quelqu'un a apporté des disques. Oui. Et après tu dis, en partant, n'oublie pas de remporter tes disques, par exemple. Ah, bah si tu les as amenés, tu dois partir avec. Mais bon, ça c'est pas grave, je vous conseille d'oublier. Retenez que remporter, on l'utilise beaucoup plus en fait dans le cas de remporter dans le sens de gagner. Par exemple. Oui, remporter une victoire. Remporter une victoire, voilà. Remporter un match, d'accord? Et le reste, oubliez-le. On continue. Septième mot, c'est ramener. Ramener, bon, c'est pas très important ça non plus. Ça, c'est amener quelqu'un, en fait, de nouveau, encore une fois, quelque part. Par exemple, ce malade a fait une rechute et je le ramène à l'hôpital. D'accord, donc c'est comme rapporter, mais version personne. Oui, pour les personnes, d'accord. Oui. Mais ça, c'est pas très, très important. Par contre, il y a des expressions, non, avec ramener... Ah oui, alors ça, c'est plus intéressant. On dit par exemple, ou toi, tu la ramènes un peu trop. Oui, la ramène pas trop. Ouais, la ramène pas trop. Ça veut dire que tu fais un peu le malin, là, le beau, ouais, tu parles trop. Et toi, tu la ramènes un peu trop. Bon, c'est assez familier. Ou alors, ramène ta poire. Ramène ta tronche, ça veut dire viens, ramène-toi, viens avec nous, viens nous rejoindre. Bon voilà, à la rigueur, si vous voulez retenir quelque chose, c'est ça peut-être le plus important, le plus pratique. Bon, alors c'était un peu la folie, hein. Il y en a 10 fois trop de ces mots. C'est lesquels les plus importants à retenir? Bon, si vous devez retenir que une seule chose, enfin 3 choses, je vous conseille. Premièrement, retenez le verbe emmener avec E-2-M-E-N-E-R. Emmener. Quand vous voulez emmener une personne, emmener, j'emmène les enfants à l'école. Retenez cet exemple. Ensuite, retenez apporter. Apporter pour un objet. Donc, je t'apporte un stylo. D'accord? Retenez ça. Et finalement, je vous conseille aussi de retenir tout de même
emporter pour l'histoire des restaurants. Ah oui. Et on va vous dire, c'est pour emporter, d'accord? Ou des plats à emporter. Voilà. Vraiment essayez, si vous devez retenir qu'une chose, ce sont ces 3 exemples. D'accord?